votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif de Amnesty Sénégal, section Amnesty International, section sénégalaise plutôt. M. Gassama, bonjour. Bonjour. Voilà, donc l'actualité est dominée par la grève observée par les détenus au niveau de la maison d'arrêt de Rebeuss. En fait, aux motifs qui sont victimes de mauvaises conditions d'alimentation. Quel commentaire vous en faites? Écoutez, nous voudrions d'abord exprimer toutes nos solidarités aux détenus qui sont à la prison de Rebeuss et dans d'autres lieux de détention du Sénégal. Les conditions de détention, tout le monde le sait, les autorités elles-mêmes le reconnaissent, sont des conditions extrêmement mauvaises. Des conditions qui, pour certaines prisons, notamment à Rebeuss, peuvent s'apparenter à la torture et au mauvais traitement. Donc, cet acte des détenus, cette grève de la faim, n'est qu'une action désespérée de détenus qui, depuis des années, ne cessent de protester pour l'amélioration de leurs conditions carcérales, pour qu'ils soient jugés dans des délais raisonnables, et qui apparemment n'ont jamais été entendus par l'autorité politique du pays. Hier, le ministre de la Justice a réagi par rapport à cette affaire. D'ailleurs, il a promis d'examiner ce dossier à la prochaine audience des chambres criminelles. Êtes-vous rassuré? Écoutez, nous pensons que le nombre de personnes en détention préventive depuis plusieurs années, certaines depuis 5 ans, 7 ans, voire même plus, est tellement nombreux, ces détenus sont tellement nombreux qu'on ne peut pas régler cette question en une seule session des chambres criminelles. Ce que nous demandons, c'est que ces chambres criminelles puissent siéger de façon permanente, à l'instar des chambres correctionnelles, pour que quotidiennement, n'est-ce pas, les détenus qui sont poursuivis pour des crimes qui relèvent des compétences de ces chambres criminelles puissent être jugés dans des délais raisonnables. On ne peut pas continuer à nous parler de session pour régler cette question-là. En tout état de cause, ce que nous attendions de ces chambres criminelles, ce n'est pas qu'elles soient une pâle copie de la cour d'assises. C'est-à-dire qu'elles continuent à siéger 2, 3, 4 fois maximum par an. Ce que nous attendions, c'est que ces chambres constituent une innovation. C'est-à-dire que ce soit des chambres qui puissent siéger de façon permanente, et c'est seulement de cette manière que l'on peut régler définitivement la question de la longue détention au Sénégal. Alors, cela demande bien entendu qu'il faut augmenter les moyens de ces chambres criminelles. Il faut que le nombre de magistrats qui siègent dans ces chambres soit augmenté. Il faut que les cabinets d'instruction soient augmentés. Il faut que leurs moyens financiers et les moyens logistiques soient augmentés. Et je crois que le gouvernement a les ressources pour pouvoir procéder à cette augmentation-là. Et cela doit être fait immédiatement parce que c'est une question extrêmement grave de droits humains. L'autre sujet d'actualité, c'est par rapport au rapport du FMI, Fonds monétaire international plutôt, qui dans son rapport classe le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Cela a suscité beaucoup de polémiques. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Alors, je pense que cette polémique est inutile. Les FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là sont extrêmement crédibles. La preuve, chaque fois que le gouvernement est félicité, on fait un grand bruit autour pour louer leur sérieux, leurs compétences, etc. Je ne vois pas pourquoi, lorsqu'elles émettent un avis négatif, qu'on se braque et qu'on essaie par tous les moyens de démentir cette information-là. Et je crois qu'il faut prendre conscience du fait que le pays est quand même mal en point. Les Sénégalais sont pauvres dans leur très grande majorité. Ils mangent difficilement à leur faim. Une bonne partie du pays vit de façon permanente dans la disette. Et les gens ont des difficultés à se soigner. Le système hospitalier est délabré. Le système éducatif n'est constitué que d'abris provisoires dans sa grande majorité. On ne peut pas sur cette base-là dire que ce pays est sorti du lot. Ce n'est pas possible. Il faut donc qu'au lieu de se mettre à protester, à polémiquer,
il faut que l'on se mette au travail, que l'on fasse les investissements nécessaires pour moderniser l'agriculture, que l'on prenne les mesures nécessaires pour relancer le tourisme et surtout, que l'on fasse en sorte que le pays dispose de ressources humaines de qualité, capables d'attirer donc les entreprises dans le cadre de la délocalisation, mais aussi capables de créer des richesses pour ce pays. Parce que finalement, la meilleure richesse d'un pays, ce n'est pas l'or ou le pétrole. Nous en avons. Il faut qu'on puisse également en profiter de notre or et de notre pétrole. Mais la principale richesse d'un pays, à l'instar du Japon et de la Chine, c'est les ressources humaines. Ok. Donc vous êtes droit de ministre. Quelle est la situation aujourd'hui des droits de l'homme aussi au Sénégal? Écoutez, je dirais tout de suite que la situation des droits de l'homme est mauvaise au Sénégal. Très mauvaise. Vous savez, tant que dans ce pays on se réveillera et qu'on verra des dizaines de milliers d'enfants en train de mendier dans des rues, pieds nus, en haillons, on ne dira jamais que la situation des droits humains est bonne dans ce pays. Rien que la situation des enfants talibés fait que la situation des droits humains dans ce pays est mauvaise. C'est pourtant, il y a un an, sous Abdoulaye, sur 2 ans, je me souviens, le président Abdoulaye quand même avait pris une mesure d'interdiction de la maladie dans les rues. Finalement, le gouvernement a reculé. Comment expliquez-vous en fait voilà. Oui, c'est une mesure qui a été prise non pas par Abdoulaye, mais par Suleiman Ndéné Ndiaye, ancien premier ministre d'Abdoulaye Wade. Bien entendu, la mesure n'a pas prospéré pour 2 raisons. La première raison a été d'étendre cette mesure d'interdiction de la mendicité aux pauvres qui commandent dans les rues pour manger. Si vous interdisez aux aveugles, aux mendiants et à d'autres indigents de mendier, il faut bien leur donner à manger. Donc l'erreur a été d'étendre la mesure à ces personnes-là. Deuxièmement, le contexte électoral fait qu'Abdoulaye Wade ne voulait pas du tout s'attirer le mécontentement de certains secteurs de la religion musulmane, en l'occurrence les maîtres coraniques, et certaines personnes qui les soutenaient. Donc il y a à la fois cette erreur qui a consisté à étendre la mesure aux indigents, mais également le manque de courage politique d'Abdoulaye Wade à l'époque, qui a désavoué son premier ministre en permettant justement aux maîtres coraniques qui avaient commencé à fuir la capitale, à abandonner les élèves. On avait même commencé à préparer le rapatriement de certains de ces jeunes, de revenir à nouveau et de recommencer leur commerce sur le dos des enfants. Je crois que ce que nous attendons, c'est que la classe politique, sur cette question-là, puisse parler d'une seule voix. Que personne ne pense qu'en s'attaquant aux maîtres coraniques, il perd au change. Parce que c'est une question de droits humains. Pour les questions de droits humains, on doit mettre de côté la politique politicienne. Par ailleurs, vous avez également été à la tête d'un combat pour la défense des droits de Karim Wade qui est en prison pour 6 ans. Vous avez récemment rendu visite. Quel a été son état d'esprit? Écoutez, j'ai rencontré un homme serein, j'ai rencontré un homme qui était en pleine forme et un homme qui a beaucoup d'ambition pour son pays, y compris l'ambition de diriger un jour son pays. Cette ambition ne semble pas être entamée par sa détention, ni par les perspectives sombres qu'on lui prédit. C'est ce que j'ai constaté. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Et c'est ce qu'il m'a dit et c'est l'impression que j'ai eue en sortant. Bien entendu, je lui ai dit que j'étais pour la reddition des comptes. Et lui, il nous a également dit sa volonté de se soumettre à la reddition des comptes, ainsi que toutes les personnes qui ont géré les deniers publics au Sénégal. Ce qu'il conteste, c'est l'instrument absolument injuste et unique qui est utilisé pour lui demander de rendre des comptes. Et de ce point de vue, nous sommes tout à fait d'accord avec lui et je crois que la communauté internationale, en l'occurrence le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires, est également d'accord avec nous
que cette procédure a été inique, elle a été injuste, et que Karim n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Quand Mimi Touré, l'ancien ministre, dit que la CREI doit être démocratisée, récemment dans une interview accordée à un journal La Place, vous n'avez pas. Vous savez, lorsque Mimi Touré était garde des Sceaux, elle avait quand même entendu les protestations du mouvement des droits humains. Et elle avait initié une loi pour réformer la CREI. Mais dès qu'elle est partie, cette loi a été mise sous le tiroir. Il est heureux de l'entendre à nouveau dire qu'il faut réformer la CREI et que le président lui-même ait dit à nouveau que la CREI a besoin d'être réformée. Nous les encourageons à aller très rapidement dans cette réforme. Nous ne sommes pas d'accord qu'on nous dise qu'il faut terminer les poursuites actuelles avant de réformer, parce que cela signifie qu'il faut continuer à violer les droits des gens avant de réformer. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut stopper cette traque en ce moment, réformer la CREI et éventuellement la poursuivre. On ne peut pas dire, voilà, on a commencé des poursuites, on ne va pas les arrêter. On va continuer à poursuivre des gens sur la base de cette cour unique, injuste, hein, et vouloir la réformer après. Cela n'est pas du tout... Vous savez, le régime d'Abdoulaye Wade également nous taxait de politiciens. De politiciens. Si nous sommes des politiciens, c'est que nous sommes de mauvais politiciens. Parce qu'eux, ils font la politique pour des pouvoirs, pour le bien-être, pour leur bien-être, pour des privilèges. Vous voyez la manière dont ils transhument. Quand Wade est arrivé au pouvoir, tout le monde a transhumé, comme dans une prairie, pour aller brouter. Quand Macky est arrivé au pouvoir, c'est le même mouvement de transhumance pour aller vers Macky Sall. Alors, si nous sommes des politiciens, c'est qu'on ne veut rien. Parce qu'on est toujours du côté des opposants, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien. Écoutez, c'est ridicule comme accusation, totalement ridicule. Ils savent très bien que le combat que nous menons, ce combat nous l'avons mené hier pour les protéger. Macky Sall le sait très bien, les gens qui l'entourent le savent très bien. Je ne parle pas des transhumants ou des gens qui sont venus le retrouver quand il arrive au pouvoir, mais ceux qui ont mené le combat avec lui quand il était opposant savent très bien que nous défendons des principes et qu'eux-mêmes, ils ont bénéficié de notre travail quand ils étaient opposants et quand ils étaient persécutés. Voilà, autre sujet, c'est l'Assemblée nationale qui connaît des remous depuis sur la rentrée parlementaire de cette année. Suite à l'installation, suite au choix qui a été porté sur Mouriane Fata de diriger le groupe parlementaire des libéraux et démocrates, une décision qui a été contestée par le camp d'Aïda Mbodj. Quel votre commentaire par rapport à ce numéro? Alors, c'est très malheureux ce genre de situation. Je crois que le pays est interpellé par beaucoup de défis, y compris par notre classement actuel parmi les 25 pays les plus pauvres, pour qu'on perde du temps dans ce genre de débat. Parce que c'est ce qui ont créé ce débat-là. Si la main du pouvoir est derrière, c'est ce que beaucoup de gens pensent, je crois que le pouvoir se rend lui-même au mauvais service. Parce qu'aujourd'hui, on devrait se concentrer à parler de développement, à imaginer, à mobiliser nos énergies, nos intelligences pour voir comment, lorsque le prochain classement du FMI va arriver, que l'on puisse sortir des 25 derniers de la classe. Mais je crois que plus fondamentalement, le problème que soulève cette question, c'est le manque de démocratie interne dans les partis. Les partis politiques au Sénégal se réduisent à le chef. C'est valable pour le PS, où c'est Tanor qui fait et défait les carrières. C'est valable pour le PDS, où Abdoulaye fait et défait les carrières. C'est valable pour Niass, qui a éjecté Malick Gakou de la façon la plus violente qui puisse être. Et c'est valable également pour la paire, pour Macky Sall, qui est la seule constante. Donc, il y a un manque criard de démocratie interne au sein des partis. Ce qui fait que les personnes ambitieuses, n'est-ce pas, contestent toujours les décisions prises par le défi. Donc, il faut instaurer la démocratie interne dans les partis pour que les décisions qui sont prises, les personnes qui sont nommées, qui sont promues, le soient sur la base de leur mérite et de leur représentativité. Est-ce que cela vaut quand même ce spectacle auquel on a assisté avant-hier à l'Assemblée nationale lors de l'installation des commissions, où on a entendu Aïda Mbodj et Bougazelli, Seydina Fall, le député secrétaire de Chine. Nous regrettons les actes violents qu'on a observés à l'Assemblée, notamment les échanges entre les honorables députés Aïda Mbodj et Seydina Fall, mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que cela se produit dans le Parlement sénégalais.
Vous savez, les politiciens, ils sont violents de nature. Regardez pendant les dernières élections locales, combien de leaders politiques de premier plan ont sorti des pistolets? Combien? Y compris des députés qui sont à l'Assemblée. Ils ont sorti des pistolets. Ils sont tous armés. Et ils sortent des pistolets à la plus petite altercation. Ils sortent leurs pistolets. Donc, ce qui s'est passé n'est pas nouveau. Ça dénonce simplement le comportement incivique de nos hommes politiques qui prétendent être des exemples et qui malheureusement donnent de très mauvais exemples à la société. Donc, il faut le regretter et surtout appeler les hommes politiques à être des exemples parce qu'ils occupent les médias tous les jours et les citoyens ont tendance à copier ces hommes politiques-là. Et donc, il faut qu'ils donnent le bon exemple. Demain, l'opposition a prévu d'organiser un grand rassemblement. Demain, faut-il avoir peur? Je crois qu'il ne faut pas y avoir peur. Dans une démocratie, les rassemblements ne doivent faire peur à personne. Personne. Donc, il faut que ces rassemblements puissent avoir lieu, qu'ils puissent se dérouler de façon pacifique, et qu'après le rassemblement, chacun puisse rentrer chez lui tranquillement. C'est le vœu que j'aimais, et je ne vois aucune raison pour que le préfet s'autorise à interdire ce rassemblement. Il doit avoir lieu. Et ceux qui l'organisent doivent faire en sorte qu'il se passe de façon pacifique et qu'après le rassemblement, ils appellent leurs militants à rentrer tranquillement à la maison sans opérer des casses sur les biens privés ou les biens de l'État qui sont les biens de tous les Sénégalais. Pourquoi ce régime qui, par le passé, vraiment était victime vraiment de ces interdictions et aujourd'hui qu'il veuille vraiment perpétuer en fait ces pratiques, comment expliquez-vous en fait ce comportement? Vous savez, les politiciens sénégalais, chaque fois qu'ils changent de camp, ils changent de comportement. Ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir s'étaient battus corps et âme pour la liberté de manifester. Nous avons vu Moustapha Niasse avec une pierre défiant les forces de sécurité devant la RTS. Nous les avons tous vus défier les forces de sécurité pour marcher à Dakar pendant la période préélectorale en 2012. Donc aujourd'hui, ces mêmes politiciens qui étaient hier des défenseurs forces de la liberté de manifester, au pouvoir essaient, n'est-ce pas, de porter atteinte à sa liberté, est non seulement grave, mais inacceptable. Nous dénonçons ces comportements de politiciens qui n'ont aucun principe et nous exigeons que le droit de manifester soit respecté au Sénégal. Le PDS et ses alliés ont le droit de manifester, mais nous leur demandons également de faire preuve de responsabilité, c'est-à-dire d'appeler leurs militants au calme et surtout de les appeler à ne pas porter atteinte aux personnes et aux biens des personnes et de l'État. Je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Chers internautes également, je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous demande la semaine prochaine, Inch'Allah.